C'est Mohamed Touzi, bonjour, ومرحبا بك معنا dans le stress de Midi 24. Merci beaucoup, bonjour. Aziz Boustaït à ma droite. Bonjour Aziz. Bonjour Aziz, ça va? Ça va très bien. Salut, ça va, Alhamdoulilah. Bon, la Coupe du Monde est finie. J'ai commencé un épisode de mini-dépression, mais à part ça, tout va bien. On reprend une activité normale, comme ils disaient dans les guignols. Professeur Touzi, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Alors, on va parler politique aujourd'hui avec vous, c'est Mohamed Touzi. Et j'aimerais commencer par une question que je vous ai posée juste avant de commencer cet entretien. Je vous ai dit, bon, on est à 2 mois des prochaines élections législatives et je voulais savoir quel regard vous portez sur la scène politique marocaine actuelle. Ce à quoi vous m'avez répondu, est-ce qu'on a déjà une scène politique au Maroc? Est-ce que vous pouvez préciser cette pensée? Enfin, je préfère conceptuellement pas parler de scène parce que qui dit scène dit mise en scène. Oui. Dit aussi réalisateur, dit donc si on prend ce langage, parler plutôt d'un scénariste aussi, de scénariste, etc. Donc je dirais plutôt un champ politique. Et donc, le concept de champ restitue très bien la possibilité d'analyser ce qui se passe, c'est-à-dire identifier des acteurs, des enjeux, des tensions, des conflits, des coalitions. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, bon, pour les sciences sociales du politique, parce que il faut déjà se mettre d'accord. Qu'est-ce que c'est que une activité politique? Qu'est-ce que c'est qu'un engagement politique? C'est quoi la politique? Et est-ce qu'on peut observer la politique en dehors des institutions politiques? C'est ça. Ça, on va en parler, effectivement. Mais restons sur les institutions politiques et les partis. J'aimerais bien avoir votre regard, effectivement, sur cette agitation politique à l'approche du scrutin du 23 septembre. Ouais, elle est normale, parce que je crois que la principale chose qu'on peut observer au Maroc, c'est la routinisation des processus électoraux. Mais en même temps, on assiste depuis maintenant au moins une vingtaine d'années, on est dans les 5-6 dernières élections, à une routinisation de processus électoral. Bien sûr, avec tous les ingrédients d'un processus électoral, un cadre institutionnel plus ou moins stable, même s'il est rediscuté chaque fois, à la marge, des partis politiques, si vous voulez, une certaine crédibilité du processus en soi, c'est-à-dire au niveau de son organisation technique, c'est-à-dire que ce soit la transparence physique des urnes ou que ce soit l'encadrement des bureaux de vote et leur constitution ou la définition des circonscriptions électorales et leur adaptation aux évolutions démographiques, que ce soit l'organisation de l'observation des élections en interne et à l'international. Donc les résultats sont plus ou moins crédibles. Donc il y a maintenant, il y a quelque chose avec laquelle on est allé un peu plus loin avec l'alternance de 10 ans avec le PJD, le retour, le départ du PJD, c'est qu'on a aussi testé la relation causale entre le bulletin de vote et l'arrivée au pouvoir. Ça, on a installé, ce scénario d'ensemble. Donc, maintenant, en politiste, ou en observateur, ou même en analyste des sciences politiques, ça ne nous dit pas tout sur les élections sont à la marge, et pas uniquement au Maroc, partout dans le monde, actuellement, d'un processus démocratique lui-même, c'est de l'évolution des démocraties, ou de l'installation d'un système politique pluraliste, où il y a de la tension, du conflit géré, où il y a des points de vue sur la gestion de la chose publique différents, en concurrence, etc., où il y a une participation de la population. Ça, les élections sont vraiment un des facteurs. On peut pas faire une fixation sur les élections, y compris avec tout ce qui vient avec les élections, c'est-à-dire la participation. Même c'est des enjeux, mais c'est pas le plus important à observer. Quand je dis observer, par un politiste. C'est pas et donc ce que la science politique en évolution, qui essaie de se décaler par rapport à une conception linéaire des processus politiques et penser la démocratie comme un horizon à atteindre une fois donc il faut l'atteindre, etc. Ne pas parler que les pouvoirs c'est de la violence à gérer, c'est de la puissance, c'est des conflits d'intérêts à gérer, et qu'il y a des régressions démocratiques, etc. Donc, quand vous dites cadre institutionnel stable, il est stable. Je reprends votre phrase. Cadre institutionnel stable, même s'il est rediscuté à chaque fois.
Donc, il est rediscuté à Non, chaque il est fois dans le discuté cadre à d'une constitution. Donc, c'est non, une non, non, pas adaptation peut-être. le cadre institutionnel, c'est la constitution, le cadre, c'est-à-dire qui a fixé un peu les règles du jeu. Maintenant, il y a bien sûr, bon, que je dis, ce qui est discuté à la marge, c'est par exemple le mode de financement des partis politiques, la participation des jeunes, le suivi même de la comptabilité des partis politiques, le découpage. Ça, c'est des choses qui sont rediscutées. Ça, on peut considérer ça comme une balance. C'est de la technologie. C'est dans tous les systèmes. La société évolue sur 5 ans. Oui, ça évolue et dans tous les systèmes des électoraux, quel que soit, c'est des variables d'ajustement politique sur lesquelles le pouvoir en place, que ce soit celui qui essaye de jouer, mais c'est à la marge, que ce soit, on peut pas les mettre en avant, que ce soit la question de est-ce qu'on choisit la proportionnelle ou l'uninominale, est-ce qu'on discute au niveau de la proportionnelle, quel type de proportionnel, est-ce que c'est le grand reste ou le quotient électoral, etc. C'est de la technique, que ce soit le découpage générique, c'est la dotation en élus d'une grande circonscription, une petite circonscription, le rapport entre démographie et le nombre d'élus, tout ça c'est des variables d'ajustement. Tous les pouvoirs jouent avec mais qui, si je me permets, qui n'évolue peut-être pas forcément au rythme de l'évolution de la société, de la démographie marocaine. Oui, bon, bien sûr, mais sur des cas très spécifiques. Si on prend par exemple, prenons Kazan, la commune de Darboisa qui a explosé démographiquement, bon, l'ajustement n'est pas respectueux de l'évolution. Il est à la marge. Maintenant, on garde même tous les grands paradoxes entre une grande circonscription comme Aousserd et une circonscription comme Tanger, Fahs. Donc, mais ça, c'est, j'allais dire, de l'ingénierie électorale qui ne change pas fondamentalement la donne, mais qui peut, bon, dans un jeu de majorité serré, ça peut faire basculer la direction d'un gouvernement. Mais c'est à la marge. Mais ça n'influence pas les tendances globales ça n'influence pas le rôle des partis politiques dans le jeu. Mais bon, dans le travail des politistes, c'est quelque chose qui a été bien mis en avant dans les années 80, 70, 80, que ce soit au Maroc, en France, aux États-Unis, ce qu'on appelle la géographie électorale ou la sociologie électorale. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on a toujours pensé que les processus électoraux, c'est l'alpha et l'oméga d'un jeu démocratique. Or, il y a aussi d'autres façons de voir. Je vais parler, par exemple, d'une démocratie formaliste, c'est-à-dire où c'est pas ça c'est important, mais c'est pas déterminant. Ce qui est important, c'est la hiérarchie des normes, c'est le respect du parallélisme des formes, c'est l'état de droit, c'est les autres acteurs d'ajustement de la gouvernance, c'est le CESE est aussi important pour moi qu'une élection. C'est le rôle que joue le Conseil économique et social ou l'instance de régulation de la concurrence. Tout ça, c'est un ensemble qu'il faut étudier et voir comment se jouent les équilibres entre ces différents. Comment se fait la cooptation aussi dans ces instances. Parce que si on fait une fixation sur le nombre d'élus, à part les élections locales sur lesquelles on peut revenir, les élections législatives, ça se joue autour de, bon, disons avec au moins au niveau du Parlement, avec 300, 400 personnes. Donc, par contre, disons même au niveau des candidatures, ça va être 4000, 5000 personnes quand on travaille sur les candidatures. Donc, et c'est un lieu d'observation intéressant, les candidatures, la machine, la manière dont se font les candidatures, c'est la fabrique, qu'on appelle la fabrique des listes, qui est pour nous un chapitre important dans le travail d'un politiste. Mais même quand on fait tout ça, il faut pas oublier que par rapport à ça, on a, disons, j'ai pas fait le calcul exact, mais je vais le faire, 4 à 5 000 cooptés qui occupent des positions de pouvoir très importantes dans ce pays, qui parfois même légifèrent au sens important, alors, créent des règles, des normes. C'est Mohamed, je reprends, c'est une idée que vous développez dans votre bouquin que vous avez publié donc en 2020 avec Béatrice Ibou, Tisser le temps politique au Maroc. C'est une idée que vous développez en introduisant une distinction entre la centralité des élections et la pratique de la cooptation. Donc cooptation, c'est des nominations. Vous venez de parler du CESE, dans votre livre vous citez aussi d'autres institutions qui font que quelque part les élections, c'est d'un côté, et de l'autre côté, ce pouvoir de cooptation constitue une sorte de plafond de verre au pouvoir des institutions élues. Est-ce qu'on peut voir les choses comme ça? Ça dépend comment on le voit. On peut le voir aussi que c'était on parle toujours de check and balances dans un régime disons qui aspire à la démocratie d'équilibre. Ça déplace les équilibres
de l'intérieur du Parlement vers un équilibre à l'extérieur du Parlement, entre ce qu'on appelle, parce que c'est constitutionnel, entre les instances de gouvernance, c'est pas rien. Ça veut tout dire. Et ça, bon, c'est dans une autre vision de ce que peut être un système politique. Comment se construit un système politique, comment il construit ses légitimités, comment il construit ses équilibres, comment il apprécie ce que c'est que la représentation, parce que les élections et la représentation ne sont pas alignées. Les élections ne vous donnent pas de la représentation. Parce que les élections vous donnent une majorité, généralement. Et on décide qu'elle est représentative. Tout simplement, c'est un point de vue de dire qu'une majorité. Mais elle est représentative. Non, on décide qu'elle est représentative. Attends, elle n'est pas représentative parce que sur 27 millions d'électeurs possibles, on n'a que 15 millions. Première donne. Sur ces 15 millions, il y en a que la moitié qui vote. Qui vote. Sur le vote, quand tu as sur un poste 7 candidatures, tu as, même au niveau local où le politique est très associé aux électeurs, il y a l'idée de représentation, quand on prend même les communales. Si tu prends par exemple un élu communal et tu décortiques qui l'a élu, tu vas trouver que c'est son lignage qu'il a élu. Oui. C'est juste son lignage. Moi, vous avez parlé tout à l'heure de l'abstention et vous avez dit en fait de votre point de vue de politique, effectivement, c'est pas un indicateur important dans l'évolution des tendances politiques globales à l'échelle du pays, ce qui est vrai en partie, mais c'est vrai qu'à chaque élection, on scrute à la loupe ce taux d'abstention. Et moi, il m'intéresse pour deux raisons, parce qu'il y a différentes manières d'interpréter le taux d'abstention d'une élection. Ça signifie qu'il y a peut-être de la défiance, de la méfiance envers les partis politiques, mais ça peut signifier aussi une indifférence totale des gens vis-à-vis des élections et des partis politiques. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les deux quand on analyse un scrutin ou bien une tendance politique? Est-ce que à partir du taux d'abstention d'une élection donnée, on peut mesurer par exemple cette notion d'indifférence qu'ont parfois les gens et qui peut-être est souvent pire que la méfiance ou la défiance envers la politique? Là aussi, les sciences politiques se sont beaucoup intéressées à ça. D'abord, on peut pas avoir il n'y a pas que dans le décompte des points de vue par rapport à des élections. D'abord, déjà, on a inscrit ou pas inscrit. Et donc, pourquoi on est inscrit, pourquoi on n'est pas inscrit. Et dans les listes d'inscription, ce qu'on a barré. Pourquoi on les a barrés, changement d'adresse, doublons. Ça peut être aussi une politique qu'on peut faire. On peut, par exemple, externaliser l'inscription ou pas. C'est une décision très politique. On peut considérer électeur celui qui porte une carte nationale maintenant qu'on est numérisé, qu'on a un registre national, etc. On a plein d'outils pour identifier. On peut se passer de l'inscription aussi. On peut donc déjà je vous parle du point de vue d'un chercheur qui va essayer d'analyser. Après, une fois qu'on a les gens qui sont inscrits, on va parler de taux de participation. Donc, dans la participation, on a ceux qui n'y vont pas. Donc, on peut supposer que se sont abstenus. Mais c'est très discuté comme acte politique. Est-ce que c'est un acte politique ou pas? Parce qu'il faut aller très loin. Chercher pourquoi des gens, c'est quelque part un acte politique parce qu'il y a déjà un acte volontaire de s'inscrire. Oui, mais il faut, sur les causes. Il faut aller plus loin. Pourquoi il n'est pas y allé? Parce que là aussi, tu peux faire un jeu. Là aussi, quand je dis les technologies à la marge. Dans les technologies à la marge, par exemple, le nombre de bureaux de vote. Le positionnement du bureau de vote. Où est-ce que tu le mets? Bien sûr, et c'est là où si tu as des enjeux, le mode de déplacement, le bureau de vote, est-ce que tu vas amener les gens, tout ce qui, d'ailleurs, des causes de nullité du scrutin que parfois le Conseil constitutionnel observe. Est-ce que tu vas ramener les gens, etc. Donc, déjà, le nombre de numéros de vote, c'est un enjeu important, une technologie très importante de jouer sur les élections, parce que quand tu fais, par exemple, pour une circonscription, tu as 500 bureaux de vote. Et il te faut 5 fois 3, 4, 5 fois 5. Il te faut, donc si tu as 500 fois 5, donc faites le calcul, de personnes qui doivent encadrer le bureau de vote. Parce que plus les superviseurs des partis. Tu as 5, tu as un monde énorme, il faut les nourrir. Oui. Il faut les transporter. Donc, tout ça se joue. Mais ça, j'allais dire à la marge. Un chercheur doit observer tout ça. Et je reviens à ce que c'est que l'abstention. Donc, on arrive à donc, on est inscrit.
on participe, donc on va participer aller au vote. C'est déjà discussion, quelles sont les causes. Et ça on peut supposer que c'est politique, c'est un acte politique, donc il s'est inscrit. C'est un acte politique, il n'est pas allé, c'est un acte politique, même s'il y a plusieurs causes pour le payer. Mais l'acte politique majeur, c'est le bulletin blanc ou le bulletin nul. Est-ce qu'il faudrait commencer à le comptabiliser? Oui, bien sûr. Donc le bulletin nul, c'est-à-dire mettre trois noms de personnes dans une enveloppe et le bulletin il est nul parce que tu n'as pas choisi. Donc c'est un acte politique. Oui. Et là, il faut aller le corroborer par voir avec les gens pourquoi il a mis 3. Bon, tu dis l'analphabétisme, etc. Maintenant, on travaille avec des couleurs aussi. Donc, c'est compliqué. Ou le bulletin blanc, c'est-à-dire que tu mets rien dans l'enveloppe. C'est un acte politique. Donc il y a une gradation. Mais en gros, bien sûr, l'enjeu de ces élections, ça va être le taux de participation. Ça va être le taux de participation. Déjà, on part avec un handicap et se poser la question, est-ce que finalement, les partis politiques, parce que le coût d'une participation, quel est le coût financier d'une participation massive, c'est-à-dire en termes de mobilisation? Quel est le niveau d'incertitude du scrutin quand il y a un taux de participation important? Parce que, à la limite, je pense que actuellement les partis politiques n'ont pas beaucoup intérêt à ce qu'il y ait trop beaucoup de participation. Oui, parce qu'avec 1,5 million ou 2 millions de voix, on peut parce que à ce moment-là, et ça change l'observation de la scène où se fait le jeu. Pardon, j'insiste, je reviens à ma question originelle, celle qui est en lien avec l'abstention. Qu'est-ce qui prédomine selon vous chez les abstentionnistes au Maroc? Est-ce que c'est plus la méfiance, la défiance envers les partis politiques ou l'indifférence totale? Parce que c'est pas la même chose, hein. On peut s'intéresser à la politique, suivre de très très près ce que disent les uns et les autres sans forcément faire l'acte de voter. Et puis, on peut être complètement à la marge, pour reprendre une expression, de tout ce qui se passe sur la scène politique. Est-ce que vous avez les outils aujourd'hui pour mesurer cette indifférence, cette défiance envers les partis? On peut faire des enquêtes, ça c'est jouable, ça se fait ailleurs, etc. Mais moi je préfère aller voir les lieux du politique, les non institutionnels du politique, pour dire que les Marocains font de la politique, mais qui ne sont pas intéressés par cette politique. Ouais. Juste pour affiner sa question à Mohamed, et pour reprendre un peu le raisonnement que vous développez ici, c'est le côté, je sais pas si le terme va être bon, c'est le côté un peu impérial du Maroc, c'est-à-dire si on revient sur ceux qui ne votent pas, qui s'abstiennent, qui ont de l'indifférence ou qui n'y croient pas. Est-ce que ce n'est pas une manière pour eux de rejeter cette classe politique et de tout remettre entre les mains du pouvoir monarchique? C'est-à-dire, de toutes les manières, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une partie qui réfléchit comme ça de la population? Peut-être, mais c'est pas. Ce qu'il faut, on le sait. Mais je pense. Il y a même quelques intellectuels qui le pensent. Moi, je pense qu'ils se gourrent totalement. Oui, d'accord. Totalement. Non. Je pense qu'il y a un intérêt fondamental pour la politique, mais pas dans ce lieu de la politique. Moi, je pense que quand on va observer l'activité politique, l'intérêt pour la politique, c'est quoi la politique, il faut aller vers le territoire, vers les territoires. C'est là où on peut jouer. Parce que, de toute façon, actuellement, la politique sert à distribuer des ressources. Donc, il y a de la distribution. C'est quand on est dans une position politique. Ressources financières, vous voulez dire? Ressources financières, un service, etc. Un homme politique a la capacité de mobiliser des ressources, que ça soit pour son patelin, pour ses élus, pour ses clients, etc. Donc il y a donc on peut pas dire qu'il y a pas donc c'est ça la politique, parce que la politique c'est pas uniquement la définition des orientations générales. Bon, on se dit d'accord, les orientations, le cap est défini, mais et j'allais dire tant mieux. Après on gère. C'est la mise en œuvre de ce cap, etc. Et quelle est la responsabilité du roi lui-même dans la mise en œuvre? Il le dit lui-même, il n'a pas de responsabilité directe dans la mise en œuvre du cap. Et d'ailleurs ils sont pleins. Si on voit tous les discours. Donc il y a quand même un espace où se joue de la politique, où il y a de la politique. Donc il y a de la redistribution, il y a de la prise de décision qui n'est pas peut-être stratégique, mais qui est opérationnelle. Et donc là, les gens ne sont pas cons. Ils savent qu'il y a des enjeux et donc ils y vont. Et donc même à l'analyse de ce qui se passe actuellement,
partir de cette idée qu'il y a de la politique et que les gens, peut-être minoritaires, ont intérêt à savoir qui va être, pas qui va être au Parlement. Je pense, à la limite, ça peut ne pas les intéresser, mais qui va être au Parlement, pouvoir actionner la possibilité de mobiliser des ressources au niveau local. Maintenant, moi j'étais ce week-end chez Adva, les élus locaux actuellement sont dans un peu pas sceptiques, pas indifférents, ils sont mobilisés. Les élections pour eux ces élections sont importantes, mais ils se posent la question pour qui je vais me mobiliser, parce que c'est aussi on parle des courtiers de voix, et c'est normal que ce soit des courtiers. Les gens, les élus locaux sont des courtiers pour les élections législatives actuellement. C'est le rôle qu'ils jouent actuellement. Ils se posent la question, pour quel parti à la limite je vais voter? Ils se posent la question du parti. Bien sûr, pour quel parti je vais voter? Et que ce parti ait la capacité ait des chances, entre guillemets, des chances d'être les premiers pour que je puisse voter pour lui, parce que les partis n'arrivent pas encore, parce que maintenant, je pense que depuis 3-4 jours, ça a bougé, parce qu'on a, en gros, le cap de l'alignement, si vous voulez, de la hiérarchie, bon, plus ou moins, mais il y a de l'indécision toujours, mais et donc les gens peuvent parier sur qui va porter la voix du local. Et donc, sur le plan national, c'est-à-dire le plan législatif. Tout ça, c'est de la redistribution des ressources. Parce que, de toute façon, quand tu es le premier parti du pays, tu as une capacité, tu la réalises ou tu la réalises pas, mais tu as une capacité de redistribuer. C'est-à-dire parce que tu vas occuper une position au niveau du conseil régional, conseil préfectoral, etc. Et donc, tu as des allocations de ressources. Je sais pas, sur l'eau potable, tu as un budget X et il faut le répartir entre les provinces et les communes. Si tu as ton champion, peu importe son parti, qu'il est, donc il va défendre, et tu vas penser qu'il va défendre ta cause. Et actuellement, et ça, c'est de la politique. Je veux qu'on parle des jeunes, si vous le voulez bien, parce que on entend souvent de plus en plus que les jeunes ne s'intéressaient plus à la chose politique. Est-ce que selon vous, c'est une réalité sociologique ou c'est une facilité de langage? Ou est-ce que, comme vous venez de le dire à l'instant, les gens, et les jeunes notamment, s'intéressent à la politique, mais différemment? Ils le font ailleurs, pas forcément dans des structures institutionnelles. Dès les années 80, je suis un peu âgé, donc on avait constitué un groupe qui s'appelle les lieux non institutionnels du politique. Donc, en disant finalement, on peut pas s'intéresser, parce qu'après, quand j'étais étudiant, on s'intéressait uniquement. Donc, on était dans un régime plutôt autoritaire, on s'intéressait au Parlement, aux élections, etc. Et à ce moment-là, il y a tout un courant, pas uniquement au Maroc, c'était un courant international, plutôt sur l'Afrique et même en Europe, sur ce qu'on appelle la politique par le bas ou les lieux non institutionnels du politique. C'est un courant de sciences politiques qui est devenu assez puissant et qui est actuellement important et qui essaie d'observer justement ces lieux. Et les façons de faire la politique, c'est de s'intéresser à la chose publique, de s'intéresser bien sûr que les jeunes, c'est la preuve, il y a eu une génération Gen Z qui était mobilisée sur des actions, sur des revendications politiques. C'est pour ça que je pose la question. Inégalité territoriale, il y a actuellement, quelqu'un qui a observé, le vrai lieu d'observation, c'est pas Rabat et Casa. Le lieu, c'est vraiment les territoires. C'est les territoires. Actuellement, je peux te donner une commune sur laquelle je travaille depuis 35 ans. Donc, Ounain, une commune du Haut-Atlas. Laquelle? Ounain. Du Haut-Atlas. Donc, 65 villages, donc 72 villages. Donc, chaque village a au moins une association. Au moins une association. Et souvent une association de jeunes. Et parfois, ça démarre autour de la construction d'un terrain de foot. Et puis ça va vers la gestion d'irrigation, vers la recherche de fonds pour l'eau potable,
donc il y a Ça, c'est une forme d'engagement politique, social et citoyen. Une politique qui est politique, parce que et donc ça c'est bon, on peut parler de la chanson, on peut parler du foot, des ultras, tous le discours politique le plus cohérent et le plus structuré, le plus organisé, c'est les hymnes du Raja, les hymnes du WAC, du phare, des phares, du MAS, actuellement, il y a des messages politiques. Même. Par exemple, sur le soutien à la Palestine n'était pas beaucoup moins sur le boulevard devant le Parlement de Rabat que sur. Donc c'est des lieux d'expression politique extrêmement forts. Maintenant, quelle est la capacité des partis politiques à capter tout ça, comment ils font, etc. C'est là aussi c'est un lieu d'observation et on peut se dire. Alors déjà, pour rester sur si tu permets, pour rester sur les jeunes, bon, il y a eu ce mouvement en septembre, en octobre, et puis il y a ce que vous avez toujours défendu, c'est-à-dire cette continuité historique, cette continuité culturelle, cette continuité sociologique qu'il y a. Or, ce qu'on voit chez les Gen Z, et la jeunesse d'une manière générale, c'est une forme de rejet, d'accord, de ce qui s'est passé avant, ou une forme au moins de rupture de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, vous avez eu votre vie, vous avez dit vous n'êtes pas si jeune, moi non plus, vous avez eu votre vie, toute l'histoire, et nous on a la nôtre. Donc on a de nouvelles règles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un danger là-dedans, c'est-à-dire une jeunesse qui réfléchit selon des critères actuels, selon des critères modernes, en rejetant tout notre patrimoine historique? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une distorsion dans ces résultats électoraux qui doivent venir maintenant? Pardon, si je peux me permettre, parce que c'est pas un fait nouveau, parce que avant, il y avait cette notion de transmission entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate parfois, c'est vrai, c'est une fracture générationnelle entre les anciens et les jeunes. Alors, deux images très rapidement, si vous pouvez donner la parole. Très rapidement. En 2002, il y avait une manifestation avec des jeunes journalistes. De journalistes. On peut vivre sans journaliste, on peut pas vivre sans policier. C'était en 2000-2001. Les manifestations de Gen Z, on se rappelle tous de l'image de ce jeune qui était entraîné par un policier qui lui a dit, et la différence qu'il y a eu sur une génération, est-ce qu'on peut pas la voir maintenant dans la marche sociale que nous avons et dans les élections qui vont arriver? Enfin, moi, je suis très prudent sur le concept de rupture. On peut pas. D'abord, sur même la génération elle-même et sa représentativité par rapport à l'ensemble de la jeunesse. Donc, c'est très marginal. Et puis, c'est une éruption qui n'a pas eu vraiment de suite, qui est un symptôme de changement, mais qui ne dit pas le changement, juste un symptôme de ce changement. Effectivement, parce que sur le mode de constitution, sur le mode d'expression, sur les technologies utilisées, etc., sur l'appartenance à un mouvement global, etc. Mais ça reste parce que moi, si je veux observer, et on revient au foot, si je veux observer où se fait, parce qu'on dit faire de la politique, c'est être capable de s'organiser, de se faire financer, de produire, d'avoir un portefeuille de slogans, de se positionner politiquement, etc. Et ça, la mutation, là, quand on observe un peu, et même, est-ce que, anti-système, pro-système, etc., les enjeux ne se posent plus de cette façon. C'est là où il y a le changement, pas rupture. C'est-à-dire que tu peux être critique sans être hors système, ni anti-système. Donc on est en gros, la jeunesse, elle est plutôt réformiste, globalement, réformiste, que révolutionnaire. C'est ça la grande différence, y compris le mode révolutionnaire sur le registre islamiste. Donc là aussi il est derrière. Donc on est donc où se jouent de vrais enjeux politiques, parce que les enjeux politiques qui sont là et que porte la jeunesse de façon directe ou indirecte, c'est les inégalités, c'est la moralisation du politique, c'est la question des injustices, le service public, et c'est la question des services publics et des disparités territoriales. Et ça, c'est des vrais enjeux politiques sur lesquels c'est là où la classe politique n'est pas arrivée à se connecter pour pouvoir, parce que dans un système politique, bien sûr, généralement, quand on fait un peu de ce qu'on appelle le structurofonctionnalisme, il y a un moment où il faut des agrégations des demandes.
il faut une instance, une médiation qui puisse agréger ces demandes qui sont peut être disparates, et qu'il faut les agréger et les formuler politiquement. C'est le rôle des partis politiques. Des partis politiques, de la société civile, de la presse, etc. Parce que les enjeux sont pas, il n'y a pas qu'un acteur maintenant. C'est-à-dire que, moi, quand vous dites les partis politiques, je dirais la presse est aussi importante que les partis politiques. Sinon plus importante maintenant que les partis politiques. Et donc, un chroniqueur est aussi important qu'un parti politique. Quelqu'un qui commente la vie politique est aussi important. Vous dites ça pour Aziz Boustami. Ouais, Aziz et pour d'autres. Mais oui, de toute façon, on peut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il joue un rôle dans l'interprétation de ce qui se passe et même dans qui sont très importants. Il y a, et là, le cadre général suppose justement cette pluralité des structures et des institutions et des règles qui les régissent, des façons de faire, pour avoir au moins de cadre institutionnel, mais aussi de la liberté, d'expression, etc. J'insiste sur cette question de la fracture générationnelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une fracture générationnelle entre les jeunes et leurs aînés? Ou est-ce que c'est un fantasme? Non, il y a toujours. Il y a toujours eu pourquoi on parle de génération? Pourquoi on parle de génération? Parce que c'est chaque génération. La génération n'est pas uniquement un concept biologique. C'est pas une question d'âge. Génération, c'est une question d'un vécu ensemble. Mais c'est ça. Mais en fait, ce que je constate aujourd'hui, à tort peut-être, mais c'est pour ça que je pose la question, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes et leurs aînés parlent deux langages complètement différents, ce qui n'était pas forcément le cas il y a à peine quelques années. Moi, je pense, non, ça, je pense pas. Pas si sûr. Non, pas si sûr. Il n'y a pas une véritable rupture entre la génération Z ou même Alpha avec les précédentes. Non. Il y a une génération Z qui m'a dit, je ne comprends pas les générations alpha, comment elles réfléchissent. Génération Z, 22, 23 ans. Non, mais c'est un discours de différenciation. Bien sûr, tu utilises TikTok, tu utilises pas Facebook, etc. Je le vois avec mes enfants. Il y a un sentiment d'être has-been très vite. Oui, donc il y a une rapidité qui s'instaure. Mais en même temps, sur le gros. Parce que, de toute façon, quels sont les thèmes qu'on mobilise? Actuellement, il y a cette question de dignité, d'inégalité, d'injustice, service public. Mais qu'est-ce qu'on veut? Maintenant, sur le mode d'agir, probablement qu'il y a des façons d'agir, comme il y a des façons différentes de s'habiller, ou des façons, des modes, mais sur le principe de ce que c'est que l'essence du politique, non, je pense pas. Rapidement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les jeunes se mobilisent souvent autour de causes bien précises. Vous avez donné l'exemple des jeunes dans la localité où ils ont construit un terrain de foot, etc. Mais ils s'organisent rarement sur des projets à moyen long terme. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'engagement politique ou citoyen des jeunes aujourd'hui au Maroc? Non, moi, on n'a pas d'informations. Ouais. Il faut aller chercher. Moi, je te dis, par exemple, je peux te montrer même des images, des jeunes qui sont mobilisés actuellement autour d'une station d'épuration des eaux usées. Et qui pas mobilisation, c'était des mobilisations, c'est de travailler, se mobiliser, s'organiser. Ils sont dans l'efficacité, quoi, ici. Non, mais aussi dans des enjeux politiques majeurs, c'est-à-dire l'économie de l'eau, la réutilisation des eaux usées, l'hygiène. Maintenant, est-ce qu'un parti politique va porter ça et dire qu'actuellement on a 47 000 douars et qu'on a besoin de 47 000 steps et qu'il faut techniquement mobiliser de nouvelles technologies pour faire des steps par douar de 40 ménages, etc. Moi, c'est des actes politiques, mais il n'y a aucun parti politique qui prend en charge cette cause. Mais quand vous dites faire réformiste, quand vous parlez des jeunes, vous dites qu'ils sont réformistes, ils sont pas révolutionnaires, je vous entends, on est tout à fait d'accord là-dessus. Vous n'entendez pas vous ne vous attendez pas, moi personnellement je m'y attends, à une surprise qui viendrait des jeunes, à une mobilisation des jeunes pour les prochaines élections. C'est-à-dire, on a fait ce qu'on a fait en octobre, ça marche pas. La violence, manifestation, etc., ça marche pas. Donc on va essayer autre chose, on va changer de fusil d'épaule. Est-ce que vous n'attendez pas un raz-de-marée? Tout simplement pour dire les choses. Bien sûr. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. On peut s'attendre à un boycott, Pour la boycott. Parce que de toute façon, même le processus de mobilisation ayant changé, il est sous forme de l'éruption.
un peu volcanique. Donc tu ne peux même pas prévoir. Donc ça dépend du point de départ, du slogan de départ, de la technologie utilisée, des relais qu'on peut avoir. Bien sûr que tu peux. L'image est exacte et bonne, l'image. On sait pas quand est-ce que ça commence, on sait pas où c'est que ça va après. Donc ça peut, c'est de l'éruption. Mais maintenant, moi, c'est de l'éruption. Bon, après, qui va en capter les résultats? Il faut s'y préparer. De toute façon, mais on n'est pas dans des projets politiques. C'est pas un mouvement politique. C'est même pas très difficile de dire. Même Gen Z, on a beaucoup discuté sur est-ce que le qualifier d'un mouvement social ou pas. C'est pas. Oui. Comment vous le qualifiez-vous? C'est une éruption. Éruption, ouais. Inattendue. Ras-le-bol. Attendu ou inattendu? Non, qui est attendu, qui est toujours attendu, parce que de toute façon les causes sont là. Maintenant, quel est l'étincelle qui va faire émerger? L'étincelle était un drame, et donc ça peut. Laissons de côté les jeunes. J'aimerais élargir un petit peu la discussion, puisque vous étudiez depuis plusieurs décennies maintenant les transformations profondes et silencieuses de la société marocaine. C'est très intéressant d'avoir votre regard là-dessus. Quelle est aujourd'hui, selon vous, la mutation la plus importante que le champ politique ne semble pas encore avoir comprise? C'est la mutation démographique. Ouais. C'est les résultats de la dernière enquête sur la famille. Qu'est-ce que ça dit de la société marocaine d'aujourd'hui? Ça dit que les partis n'ont pas compris. D'abord, ça dit que on peut même faire chaque fois le lien avec les élections. On peut faire maintenant, 80, j'ai pas les chiffres exacts, je vais faire des conneries, mais 90% ou 92%, maintenant des familles sont plutôt nucléaires. On est dans les 3/4 à peu près. Donc, il y a 30 ans, on parlait beaucoup du vote collectif. À quel niveau? Familial. Donc, la mobilisation familiale. Vous vous rappelez un peu dans les années 90, les capots de quartier, etc., qui viennent vendre les voix. C'est difficile, vu la configuration démographique, y compris dans le rural. Par exemple, je prends une autre donnée qui est très importante. Un pourcentage très important. J'ai pas ramené des chiffres, mais un pourcentage très. De toute façon, ils sont disponibles. Et le HCP fait du bon travail là-dessus. Les 3/4 des familles, dans le chef de famille, il y a 1 million de foyers qui ont un chef de famille femme. Et donc, il faut faire peut-être le lien avec la représentativité, etc. Tu as, par exemple, plus de 3/4 des familles dont le chef de famille est âgé de plus de 65 ans sont des nivites. Des nivites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Et ça, parce que le plus important, c'est que dans le rural. C'est pas uniquement l'urbain, dans le rural. Et donc, se pose la question, par exemple, en montagne, qui va travailler la terre? Un problème majeur actuellement, politique majeur, c'est la main-d'œuvre agricole. Majeur, qui est majeur, parce que cette année, on a eu une très bonne récolte d'olives. Il y a encore. Moi, actuellement, on est en fin juillet, donc début août. Il y a encore dans des champs, partout, tu fais le parcours des champs qui sont pas encore moissonnés. Là où la machine ne peut pas accéder, il y a encore, j'ai pas les chiffres, enfin, on n'a pas fait d'enquête, mais c'est aussi pour la reconstruction de le manque de main-d'œuvre. Et donc, tu as l'orge et le blé est moissonné, mais on n'a pas encore battu. Ça, c'est une conséquence directe de l'évolution démographique du pays. Évolution démographique, le rapport à la pénibilité du travail rural, changement de standards de consommation. Il y a plein de choses, c'est très complexe. Mais en même temps, c'est des transformations majeures qui ont une incidence sur la volatilité, par exemple, de la jeunesse qui est mobile actuellement, justement, a un impact sur les élections, a un impact sur les inscriptions. Donc, mais tout ça demande à être travaillé. C'est pas, moi je dis ça de façon presque intuitive, ce qui est d'ailleurs mauvais. Il faut aller faire ça veut dire que le champ de la recherche, là aussi, doit nous apporter vraiment des réponses à ce que disent un peu les grandes transformations démographiques du pays, parce qu'on est à la limite de la transition démographique. On va commencer à perdre de la population, vieillissement massif de cette population, ce qui interpelle les politiques publiques. Moi, quand je dis il n'y a pas d'enjeu, pas de thème politique, moi les thèmes, c'est ça, enfin, c'est des thèmes politiques avec un P majuscule.
C'est ça les thèmes politiques normalement majeurs qu'on devrait commencer à discuter, parce que ça impacte massivement les politiques publiques. La prise en charge des personnes âgées est un problème. Dans les 10 prochaines années, ça sera le problème au Maroc, qui va interpeller le système des retraites, qui va interpeller le système parce que la prise en charge des familles par des âgés, des hommes âgés par les familles a ses limites, même si elle est encore massive. Vous trouvez qu'il y a trop de bruit dans le débat public et pas assez de questions de fond qui sont réellement discutées par les partis ou par... Non, je pense qu'il y a pas, on a plus de, enfin, on a moins, peut-être pas plus, c'est un gros mot, moins de personnes qui portent un peu une parole politique au sens politique du terme. Et quand je dis qu'il y a affaire à la fabrication des politiques, parce que c'est ça la marge. La marge, la politique ici, c'est pas c'est les grands débats qu'on pouvait avoir qui sont un peu moins importants, les libertés individuelles, le code du statut de la femme, et ça, qui sont les grands débats qui opposaient finalement deux conceptions de la société marocaine, qui sont encore là, mais ils sont maintenant un peu en hibernation, c'est-à-dire qu'ils sont moins importants, ils sont pas parce que bon, leurs porteurs sont en crise un peu. C'est-à-dire la question de la participation, même la question un peu de la participation de la femme, du statut, j'allais dire des libertés individuelles, des libertés en général, sont pas moins portées qu'il y a dans les années 90, 2000, 2010, etc. Mais par contre, ce qui apparaît beaucoup, ce sont j'allais dire, les disparités territoriales, les enjeux environnementaux, les conflits d'intérêts, la question du business et de la politique. Tout sont les questions qui se posent factuellement, mais qui sont pas portées politiquement encore. Moi, je pense, le problème, c'est Mohamed, c'est que on a l'impression, bon, c'est pas une impression, il y a des intellectuels, on souvent reproche aux intellectuels de ne rien dire au Maroc, de ne rien dire. La preuve, vous êtes là, vous parlez, il y a beaucoup d'intellectuels qui parlent, peut-être pas autant qu'il en faudrait, mais il y en a assez. Sur les réseaux, il y a des réflexions, il y a des idées, il y a des gens qui contribuent d'une manière assez intéressante, mais le problème, à mon sens, c'est une espèce de surdité, ou d'indifférence, ou d'écart des partis politiques par rapport à ce qui se dit. Et ça, on le voit dans deux cadres très importants. Le premier, c'est le changement sociétal qui se fait au niveau des jeunes, au niveau de la ruralité, au niveau des urbains, au niveau de tout ce que vous venez de parler. C'est pas véritablement intégré par les partis. La deuxième, c'est les territoires. Vous avez parlé des territoires. Il me semble que les élections sont beaucoup plus importantes pour les partis quand il s'agit de législatives que de communales régionales, qui sont beaucoup plus importantes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est comme ça, tout simplement? C'est que les politiques qui ont tout le pouvoir qu'ils ont ne sont pas à l'écoute de ce qui se dit. Non, enfin, par exemple, là, les élections en cours, il y a des enjeux, il y a des enjeux politiques, y compris la question de la moralisation de la vie politique, qui est l'enjeu important maintenant, qui se pose, et qui se pose parce qu'on a une expérience qui a posé de façon claire les risques et les ajustements à faire, etc. Il y a une autre question qui n'est pas intégrée, qui n'est pas discutée, qui est quelle place pour les institutions de gouvernance dans les équilibres régionaux. Est-ce que parce que bon, le CESE produit des rapports, les CNDH produisent des rapports, même la Cour des comptes produit des rapports, mais très peu d'incidence sur le jeu politique lui-même, etc. Bon, ça c'est des questions. Par contre, ce qui est central, moi je pense que les élections législatives actuelles se jouent dans les territoires, vont se jouer dans les territoires. Parce que maintenant, c'est la capacité de séduction des candidats, c'est-à-dire dans le choix. Actuellement, les partis politiques sont en train de faire leur marché. Donc, mercato, ils n'aiment pas qu'on leur dise. Ils ont fait leur marché, leur mercato, donc chercher qui sont les porteurs. Donc, est-ce qu'on est toujours dans le même mode classique de chercher des notables bien ancrés dans leur environnement? Et ce qui est changé, c'est la nature des notables. Qu'est-ce que c'est qu'être notable? C'est ça. La définition de notable a évolué. A beaucoup évolué. Donc plus moralisé. Non, et même notable, un notable, c'est plus, bon, j'ai dit, c'est un homme de réseau. C'est ça. C'est pas un homme riche, nécessairement. Moi, il peut être riche et homme de réseau. Généralement, l'un va avec l'autre. Non, si tu peux avoir plusieurs convertis. Tu peux avoir un homme riche avec du réseau. Tu peux avoir un homme de réseau, mais sans ressources propres, mais qui peut mobiliser des ressources. Mais tu peux avoir un homme riche, tout simplement, sans réseau. Il a très peu de chances d'y aller. Donc Mouchkara, le profil est moins important. Il est là, mais il est moins important. Maintenant, c'est beaucoup plus un homme. Et donc, bien sûr, avec aussi un niveau d'instruction, etc. Donc ça a beaucoup changé. Vous savez, le notable avant, c'était celui qui peut recevoir.
Celui qui peut juste recevoir, c'est-à-dire qui peut avoir table ouverte, recevoir, etc. Là, ça a évolué, ça a beaucoup évolué. Maintenant, dans ce mercato, ce qui se passe dans les territoires actuellement, c'est que les gens se posent des questions. C'est dit, enfin, c'est pas des choses qu'on va chercher dit, on va voir où va le vent. Qui a de plus, donc c'est vraiment un pari. On va parier sur le parti qui risque d'y aller, d'être premier. Qui être premier, soit parce qu'il est agréé, aligné, en disant aligné. Et donc, il y a vraiment vraiment un travail j'allais dire un peu de la métisse à la grecque. Donc, on travaille d'intelligence pratique, va chercher quels sont les indicateurs, les bruits, la presse, qu'est-ce qu'elle dit, etc., pour dire qui va être aligné. Donc c'est un engagement qui n'est pas fondé sur des convictions politiques ou que sais-je, mais sur l'intérêt de faire partie de l'équipe gagnante. C'est très respectable. Je veux dire, c'est l'éthique de responsabilité qui l'emporte sur l'éthique de conviction. Donc la conviction est derrière, mais c'est pas, moi j'ai pas de point de vue moral sur cette question. C'est pratique. Donc les gens vont parier sur qui va être quelle est la couleur qui va être porté par celui qui va justement lui-même porter les doléances du territoire de cette donc parce que les élus locaux actuellement sont très par exemple pour le RNI, ces élus locaux ont été très mécontents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu assez de redistribution des ressources au niveau local de ces, on a essayé de les organiser, moderniser, mais on n'a pas assez redistribué. Donc, ils se sentent un peu, il y a l'Istiqlal qui a une vraie ingénierie de la redistribution qui est traditionnelle. Lui-même n'a pas fait ce jeu à cause des clivages au sein du parti, des façons de faire, etc. Donc, parce que, et c'est pas une insulte, le jeu politique est largement clientéliste. Et donc il faut avoir ça, et c'est pas une insulte. Moi je pense que tous les systèmes politiques sont clientélistes, y compris français très clientéliste, italien très clientéliste, américain j'allais dire institutionnellement clientéliste, etc. Donc c'est des jeux très clientélistes. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'usage précisément de l'argent qui est inhérent aux échéances électorales au Maroc? Ça va être très limité, c'est très limité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est très limité à cause de, justement, là, on peut aller vers les circonscriptions, à cause du mode de scrutin. À cause c'est pas l'uninominal. Donc, bien sûr, tout va être, et bien sûr, la campagne va être importante, la mobilisation, la technologie utilisée, comme ça a été la dernière fois, va être très importante. Mais on peut pas parier, parce que la concomitance des élections locales et législatives en 2022 a largement impacté les résultats des élections. Donc il y avait un jeu, c'était même dans la mobilisation, c'est la mobilisation au niveau local qui a donné les législatives. Là, la dissociation entre les deux scrutins va obliger les partis à rejouer le local. Et donc, pour que tu puisses, de toute façon, c'est simple, tu vas t'adresser à ton élu local. Donc, je sais pas, prenons Taroudant Chamalia, où il y a un enjeu entre RNI, deux ministres vont s'affronter, Taroudant Chamalia probablement. C'est Wahbi et le ministre de l'Artisanat, donc ils vont s'affronter. Donc, ça dépendra de leur capacité à mobiliser leurs élus locaux. Et les élus locaux sont dans l'expectative. Qui va partir, sur qui je vais parier? C'est pas sûr. Le temps passe très vite. Moi, j'ai une dernière question à vous poser avant de peut-être donner la parole à Aziz pour une dernière prise de parole. On va attendre les résultats des élections du 23 septembre. Il y aura forcément oui, on va parler de l'UIR aussi, ne vous inquiétez pas. Et il y aura forcément une majorité politique qui va émerger de ce scrutin législatif. Un gouvernement sera nommé. Et c'est un gouvernement, bon, tout le monde parle du gouvernement du mondial, tout le monde se projette vers cette échéance de 2030, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà un agenda qui est préétabli à horizon 2030 et voire même au-delà. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on aura demain, dans 2 ou 3 mois, un gouvernement de choix politique, de choix stratégique, d'orientation politique, ou simplement un gouvernement d'exécution? Et quelle marge de manœuvre pour la politique, j'entends, pour la future équipe gouvernementale? Ouais, je pense qu'il y a 2 niveaux à analyser. Il y a les grands chantiers qui sont là, et qui paradoxalement, j'allais dire, sont source à la fois de fierté
et de frustration pour les gens. Donc il y a cette ambivalence, d'ailleurs, qui était derrière les Gen Z, donc à la fois, et qui a d'ailleurs participé un peu à casser le processus, parce qu'il y avait plus, vu les échéances, il y avait plus de fierté. Bon, un terrain, un hôpital, donc ça s'est joué, ça se joue au résultat de l'équipe nationale. Donc c'est ça qui fait la différence. Donc c'est assez paradoxe. Il y a un paradoxe à observer là-dessus. Donc il y a ça, mais les problèmes importants sont là. Ils sont à traiter. Au-delà des chantiers, il y a toujours ce problème pointé par le nouveau modèle de développement quels sont les retours sur investissement de ces infrastructures, sur la qualité. Parce que, actuellement, faut pas l'oublier que le Maroc a fait un saut important dans, globalement, la qualité de vie. Et le rapport à l'État et les devoirs de l'État vis-à-vis du citoyen. La généralisation de la protection sociale, l'aide directe aux familles, la prise en charge plus ou moins, enfin l'intention de prendre en charge l'handicap, l'intention de prendre en charge la réalisation des services publics de proximité, la mobilité, il y a tout un ensemble de problèmes qui sont là et on a fait. Et sociologiquement, il y a toujours la réponse à une demande, un besoin, crée un besoin plus important. Maintenant, donc les sources de mobilisation, les moyens, les sources de mobilisation sont très importants encore sur la qualité du service, et le service est là, la continuité du service. Maintenant, les gens ne supportent plus, par exemple, que l'eau ne soit coupée. Et dans le rural, elle est souvent coupée parce que l'ONEP n'a pas la capacité à assurer la continuité de l'adduction d'eau potable. Parce que de toute façon, pardon, je vous coupe. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais ça répond pas à ma question. En fait, je vais reformuler ma question parce que j'ai été mal compris. Le prochain gouvernement va exercer le pouvoir dans un contexte où les orientations politiques majeures et les décisions majeures sont déjà préétablies, que ce soit à travers les chantiers ou autres. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a, pour l'équipe gouvernementale qui émergera à l'issue de ce scrutin, une marge de manœuvre quelconque d'un point de vue politique pour mener une politique sociale, économique ou pas? Bien sûr. Moi, un exemple simple, sur le plan de l'état de droit. Oui. Donc, qui est un enjeu important. L'exception de constitutionnalité. On en parle. On est en train d'en parler, mise en œuvre, etc., avec un nouveau rôle au Conseil constitutionnel, etc. Donc, c'est un principe de régulation important de l'état de droit qui est fondamental. La question du code de la presse. Ça, c'est on va pas dire que c'est décidé. C'est pas décidé. Ah ben non. Les enjeux les conflits d'intérêts, les enjeux d'intérêts sont là. Oui. Donc, il y a des batailles politiques, de grosses batailles politiques à mener au Parlement. Mais il y a aussi d'autres, il n'y a pas que, c'est pas un gouvernement qui va être technique, qui va mettre en œuvre, etc. Non, c'est un gouvernement qui aura il y a de la production législative. Donc, il y a rien que ça. Oui, rien que ça peut nous occuper pendant toute une mandature. C'est très important, la production législative dans ce pays. Et jusqu'à maintenant, on respecte plus ou moins le cadre législatif. Le cadre, les lois sont plus ou moins respectées. On a des surprises que la justice réagit à des dépassements, etc. Donc, même c'est à la marge, mais ça existe. Donc, il y a un enjeu politique et du coup, c'est là où se pose de façon très importante la question de l'entrée en politique, la sortie du politique, de la question des conflits d'intérêts, de la question des enjeux entre c'est pas que entre business et politique, des garde-fous à avoir par rapport à ça. En plus, les gros chantiers que le Maroc, au-delà des chantiers d'aller dans des stades et des routes, etc., et du TGV, etc., au-delà de ça, il y a le gros chantier de la protection sociale, de la question de la retraite, de la question de la caisse de compensation. Ça, c'est des enjeux de la question de l'équilibre financier du pays. Droit du travail. De la question de la place des entreprises publiques et de leurs relations à l'État. Il y a des questions politiques. Donc la marge de manœuvre, elle est là à eux d'agir. Enfin, les lieux d'expression et de combat politique sont là. Alors, juste pour parler de vos fonctions, de vos nouvelles fonctions au sein de l'Université internationale de Rabat, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le métier qui est le vôtre aujourd'hui en tant que doyen du Collège des sciences sociales à l'UIR et en quoi tout cela s'intègre ou est impactant dans le cadre des discussions qu'on a
depuis tout à l'heure? Moi, je suis arrivé à l'Université internationale de Rabat il y a maintenant presque 9 mois, après avoir fini à Aix. Bon, pour participer à ce projet qui est le projet d'une université qui se dit privée, mais en fait qui est financée par de l'argent public, mais qui est à la limite à but non lucratif. Donc c'est qui a une mission de service public, donc à la fois d'être un peu un ascenseur social, mais d'être aussi viable par ses propres moyens. Donc il est adossé quand même à l'État, et donc à un double niveau. Donc il y a la question de la formation, donc des jeunes, donc se positionner dans une université qui est très liée aux universités publiques, parce qu'il fait partie d'un pôle régional d'universités publiques et parapubliques, mais en même temps qui est ouverte à l'international. Et donc, qui peut aussi recruter à l'international, ce qui ne peut pas, que l'université publique ne peut pas faire, y compris à la fois des franco-marocains ou des binationaux qui sont nombreux dans cette université, mais aussi des Marocains, des étrangers, donc qui peuvent être amenés un peu à son nouveau à l'université, parce que c'est très important cette ouverture au recrutement aux plus méritants, parce que autrement on s'installe dans la médiocrité, de la reproduction de la médiocrité. Vous avez des enseignants qui viennent de partout, là, uniquement d'Europe? Non, partout. Des Américains, des Pakistanais, des Hindous. Donc ça, universel. C'est très international. Donc ça, et donc avec un dispositif de bourse qui est important, qui assure un peu l'accès à des Marocains, soit par des étudiants qui sont excellents, donc l'excellent, des bourses d'excellence, des bourses un peu sociales. Donc ça c'est avec plusieurs bien sûr. Moi je suis au Collège des sciences sociales qui est pas le moins important en nombre, mais il est important mais moins important en nombre, avec un effort très important. Surtout c'est là où je suis normalement, je devais être utile. C'est à la fois de restructurer fondamentalement la recherche en sciences sociales par rapport dans ce collège. Donc du coup, il y a un laboratoire qui porte des projets. À quoi sert la recherche en sciences sociales? Parce que c'est une question que le commun des mortels peut se poser effectivement. Est-ce que ça sert à quelque chose? À beaucoup de choses. Par exemple, l'un des lieux où c'est important, c'est l'évaluation des politiques publiques. Ouais. C'est l'évolution des sociétés. Observer l'évolution des sociétés, travailler sur l'immigration, travailler sur la religion, tout ça c'est. On peut demander à une IA de le faire, non? De nos jours. Non, l'IA ne peut aider à structurer des pensées existantes. L'IA ne travaille que parce que tu lui donnes. Donc l'IA actuellement est fondamentalement alimentée par de la ressource européenne et plutôt américaine. Donc, ça dépend si tu l'interroges en arabe, tu en connais très peu de choses. Tu l'interroges en français un peu plus, en espagnol un peu plus. Tu l'interroges en anglais un peu plus. Et avec un gros biais. C'est-à-dire, l'IA, par exemple, un Mohamed ne peut être qu'un assistant de recherche. Il ne peut pas produire de la théorie. Donc, vous nous disiez tout à l'heure ça va jusque-là. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez intégré justement de la manière la plus intelligente possible l'IA dans les cursus de formation. Transforme fondamentalement la question pédagogique, parce que l'IA est là, elle est utilisée beaucoup par les jeunes, par les profs, par les administrateurs, etc. Bien sûr, elle aide beaucoup à organiser une pensée. Et donc, du coup, la compétence n'est plus dans le résultat, dans ce que tu donnes comme résultat, parce que l'information existe. Avant, la compétence, c'était mobiliser de l'information. Donc, la bibliographie était très importante, mobiliser l'information et la synthétiser. Actuellement, c'est beaucoup plus comment la compétence, c'est comment arriver à mobiliser cette information. C'est que l'information existe, donc c'est dans le prompt, dans la manière de questionner. Oui. Et donc du coup, dans l'évaluation actuellement, il y a une éthique à imposer. Donc on est en train d'adopter une charte éthique pour l'utilisation de l'IA et de l'introduire dans la formation. Et donc il y a un déplacement. Donc retour d'ailleurs, j'allais dire, à la pédagogie coranique, la mnémotechnie est importante actuellement dans l'apprentissage. Donc il faut développer la mémoire des gens. Donc même est devenu une compétence importante. Donc parce que comme vous le savez, les technologies, la concentration, l'attention est devenue volatile. L'étudiant ne peut pas se concentrer. C'est toujours scroll, donc on passe. Donc la mnémotechnie et la restitution orale, la calligraphie, c'est-à-dire écrire manuellement. Donc on revient à la disserte.
On doit revenir à la dissertation, donc page blanche On revient dissertation. au classique. Et on revient aussi un peu à la mnémotechnique et surtout à la restitution orale, à la Très bien. communication.